Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me suivez. Maintenant, mettez un pouce bleu si vous aimez les histoires où le karma fait bien les choses. Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé, car parfois, la meilleure des vengeances est simplement de laisser les gens révéler leur véritable nature. L'appel est arrivé à 3h17 du matin, un mardi. La voix d'Antoine à l'autre bout du fil était tendue, à bout de souffle. « Maman, quelque chose ne va pas. Ma poitrine. Je n'arrive pas, la ligne a été coupée. » Le temps que j'arrive à l'hôpital, mon fils de 45 ans était parti. Crise cardiaque foudroyante, m'a expliqué le médecin avec un détachement clinique. Il n'avait rien pu faire. Sophie se tenait à côté de moi dans la salle d'attente stérile, son visage un masque de choc. Mais j'ai décelé autre chose dans son expression. Un soulagement ? Non. Je devais sûrement imaginer des choses dans mon chagrin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je murmuré, encore incapable de réaliser qu'Antoine, mon fils si vif et en pleine santé, n'était tout simplement plus là. Sophie a redressé les épaules, et un instant, son sang-froid s'est fissuré. Maintenant, on affronte la réalité, Éléonore. Antoine est parti, et j'ai des décisions à prendre. La froideur dans sa voix m'a glacé le sang. Nous n'avions jamais été proches, Sophie et moi, mais Antoine avait toujours été le pont entre nous. Maintenant que ce pont avait disparu, je commençais à comprendre à quel point le gouffre était profond. Bien sûr, ma chérie. Nous allons surmonter ça ensemble, ai-je dit en tendant la main vers la sienne. Elle l'a retirée. On verra bien. J'aurais dû reconnaître l'avertissement dans ses paroles. Au lieu de ça, j'ai mis sa froideur sur le compte du choc. Chacun vit son deuil différemment, me suis-je dit. Certains deviennent émotifs, d'autres se referment. Sophie était clairement de la seconde catégorie. L'organisation des funérailles a occupé les 3 jours suivants. J'ai proposé de participer aux frais. Antoine était mon fils unique après tout. Mais Sophie a insisté pour tout gérer elle-même. Je suis sa femme, n'arrêtait-elle pas de répéter. Je sais ce qu'il aurait voulu. Soit. Je me suis donc concentrée sur l'écriture de son éloge funèbre, l'appel aux proches, et j'ai essayé de garder contenance. À 67 ans, j'avais enterré mes parents et mon mari, mais perdre un enfant était un enfer d'une toute autre nature. La veille des funérailles, alors que j'étais assise dans ce qui avait été la chambre d'enfance d'Antoine, dans la maison qu'il partageait avec Sophie, je me suis surprise à fixer les photos encadrées sur la commode. Antoine recevant son diplôme de l'école de commerce, le mariage d'Antoine et Sophie, Antoine tenant son neveu dans ses bras à Noël dernier. Ce que je ne voyais pas, c'était des photos récentes d'Antoine et moi. Sophie les avait systématiquement enlevées, ai-je réalisé. Quand cela avait-il pu se produire ? Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Sophie se tenait dans l'encadrement, ne prenant plus la peine de cacher le regard calculateur dans ses yeux. Il faut qu'on parle, Éléonore. Les funérailles étaient magnifiques, je dois le reconnaître à Sophie. Les compositions florales étaient élégantes, la musique était les cantiques préférés d'Antoine, et la réception qui a suivi était parfaitement orchestrée. Ce qui n'était pas magnifique, c'était de voir ma belle-fille jouer la veuve éplorée tout en faisant des commentaires déplacés sur le fait d'aller de l'avant, et d'entamer de nouveaux chapitres. Je me tenais dans la file pour recevoir les condoléances des amis et de la famille quand j'ai surpris une conversation entre Sophie et sa sœur, cachée derrière les arrangements floraux. Rien que l'assurance vie couvrira le crédit immobilier pendant 2 ans, disait-elle à voix basse. Et sans les dépenses supplémentaires ? Des dépenses supplémentaires ? De quoi parlait-elle ? Et Éléonore, demanda sa sœur. Où va-t-elle aller ? Le rire de Sophie fut sec et cassant. Ce n'est plus mon problème. Elle se débrouillera comme tous les adultes. Mon sang se glaça. Je vivais avec eux depuis 2 ans, depuis que j'avais vendu ma propre maison pour les aider avec leur apport personnel. Antoine avait insisté sur le fait que ce serait temporaire, juste le temps que je trouve quelque chose de plus petit et de plus gérable. D'une manière ou d'une autre, le temporaire était devenu permanent, et je m'étais habituée à la routine, à aider à la maison, à préparer le dîner, à me sentir utile. Apparemment, j'avais été bien naïve. Éléonore.
Sophie apparut à mon coude, son masque public solidement en place. Peux-tu m'aider dans la cuisine? Il y a des choses dont nous devons discuter. Je l'ai suivie à travers la foule, saluant des voisins de la tête et acceptant les dernières étreintes de ma sœur, qui reprenait l'avion pour Marseille le lendemain matin. Dans la cuisine, Sophie ferma la porte et se tourna vers moi. Je vais être directe, dit-elle d'une voix calme et professionnelle. Cette maison est au nom d'Antoine, ce qui signifie qu'elle est à moi maintenant. J'ai besoin de temps et d'espace pour faire mon deuil sans complications. Des complications? Je gardai ma voix stable, bien que mon cœur s'emballât. Ta présence ici, ça ne fonctionne plus, Éléonore. J'ai besoin de mon intimité. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Sophie, je comprends que tu sois en deuil, mais nous pouvons sûrement. Non. Elle leva une main. J'ai pris ma décision. Je te donne jusqu'à demain soir pour faire tes valises. Ça devrait être amplement suffisant. Je la fixais, cherchant un signe de la femme qui m'avait autrefois appelée maman, qui m'avait serré dans ses bras au dîner de Noël, qui avait pleuré quand Antoine l'avait demandé en mariage. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un de froid et de calculateur. Où veux-tu que j'aille, exactement? Sophie haussa les épaules. Tu es une adulte, Éléonore. Tu trouveras bien quelque chose. La cruauté désinvolte de sa réponse me coupa le souffle. Antoine serait horrifié par cette conversation. Antoine est mort. Les mots sortirent, plats, définitifs. Et plus vite tu l'accepteras, mieux nous nous porterons toutes les deux. J'ai rangé toute ma vie dans 4 valises et 2 cartons. 67 ans réduits à ce qui pouvait tenir dans le coffre de ma voiture. Tandis que je pliais mes vêtements et emballais mes quelques photos restantes, j'attendais que Sophie monte s'excuser, qu'elle dise qu'elle avait parlé sous le coup du chagrin et que, bien sûr, je pouvais rester jusqu'à ce que je trouve un autre logement. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, à 18h précises le lendemain, elle apparut à ma porte, les bras croisés. Le temps est écoulé, Éléonore. J'ai fermé la dernière valise et j'ai regardé autour de moi la chambre qui avait été mon sanctuaire pendant 2 ans. Les murs étaient nus maintenant, dépouillés des quelques touches personnelles que j'avais été autorisée à ajouter. Elle ressemblait de nouveau à une chambre d'amis, ce qu'elle avait toujours été, je suppose. Il me faudra quelques minutes de plus pour tout descendre à la voiture, ai-je dit. Je vais t'aider. Ce n'était pas une offre. C'était une affirmation. Sophie voulait que je parte, et elle voulait s'assurer que cela se fasse rapidement. Nous avons fait 3 allers-retours en silence. Alors que je chargeais le dernier carton dans ma voiture, je me suis tournée pour lui dire au revoir. Peut-être pour lancer un dernier appel à ce qui restait de son humanité. Je sais que tu es en colère contre moi pour une raison ou une autre, dis-je doucement. J'aimerais savoir ce que j'ai fait de mal pour pouvoir arranger les choses. L'expression de Sophie ne s'adoucit pas, tu n'as rien fait de mal, Éléonore. Tu existes simplement dans mon espace, dans ma vie, sur mon chemin. Antoine avait pitié de toi, mais pas moi. L'honnêteté était brutale, et d'une certaine manière plus saine que la fiction polie que nous avions maintenue. Je vois. Je suis montée dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Me diras-tu au moins s'il y aura une lecture officielle du testament d'Antoine? Je suppose qu'il a laissé quelque chose. Pourquoi t'aurait-il laissé quoi que ce soit? La voix de Sophie était sincèrement perplexe. Tu n'es pas sa femme, et ce n'est pas comme si tu avais déjà contribué financièrement à notre foyer. L'ironie était si mordante qu'elle m'a fait sourire. Les 40 000 € que je leur avais donnés pour leur apport personnel n'auraient peut-être pas été d'accord avec cette affirmation, mais il était clair que Sophie l'avait soit commodément oublié, soit s'était convaincue qu'il s'agissait d'un cadeau. Bien sûr, ai-je dit, stupide de ma part de le supposer. Je suis partie sans me retourner, en direction de l'hôtel Ibis sur la Nationale 7. C'était l'hôtel le plus proche que je pouvais me permettre en attendant de savoir ce que j'allais faire. Dans le rétroviseur, j'ai vu Sophie rester sur le pas de la porte jusqu'à ce que ma voiture disparaisse au coin de la rue. À l'hôtel, j'ai réservé pour une semaine et j'ai transporté mes valises dans une chambre impersonnelle qui sentait les produits de nettoyage industriel et les rêves brisés. Je me suis assise sur le couvre-lit en polyester et j'ai fixé mon reflet dans le miroir au-dessus de la commode. Qui était cette femme qui me regardait?
Une veuve, maintenant sans enfant, sans abri, apparemment, sans valeur aux yeux de la seule famille qui lui restait. Mais alors que j'étais assise là, dans cette chambre stérile, quelque chose d'inattendu a commencé à s'agiter en moi. Pas du désespoir, bien qu'il fût là aussi. Quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. Sophie pensait avoir gagné. Elle pensait s'être débarrassée avec succès de la belle-mère encombrante pour réclamer son prix. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Antoine avait été un bien meilleur fils qu'elle ne l'avait jamais cru. Après 2 semaines à l'hôtel, alors que je commençais à m'inquiéter sérieusement de mes économies qui diminuaient, l'appel du notaire d'Antoine est arrivé. Madame Lefebvre, ici Maître Laurent, de l'étude Laurent et Associés. Je m'occupais des affaires de votre fils. Oui, Maître Laurent. Je me souviens vous avoir rencontré lors de la signature de la maison d'Antoine et Sophie. Je vous appelle pour vous informer que la procédure de succession est terminée et qu'il y aura une lecture officielle du testament d'Antoine mardi prochain à 14 heures, à mon étude. Votre présence est requise. Ma présence était requise. Je me suis redressée, ignorant les protestations des ressorts du matelas bon marché. Je suis désolée, mais je pense qu'il y a une confusion. Sophie semblait penser que... Madame Lefebvre, m'interrompit doucement Maître Laurent, je ne peux que vous dire ce que le testament d'Antoine spécifie, et il vous nomme explicitement comme bénéficiaire. Je vous verrai donc mardi prochain à 14 heures. Après qu'il eut raccroché, j'ai fixé mon téléphone un long moment. Antoine m'avait laissé quelque chose, après tout. Probablement un petit souvenir, peut-être la montre de son père ou les albums photos de son enfance. Sophie n'en serait pas heureuse, mais elle devrait vivre avec la décision d'Antoine. J'ai passé le week-end à chercher un appartement en ligne, regardant les résidences pour seniors et les modestes 2 pièces dans mon budget. Mon compte épargne pouvait couvrir une semaine de plus à l'hôtel, plus un premier loyer et une caution. Mais je devrais être prudente. Ma retraite de la sécurité sociale et ma petite pension de l'éducation nationale devraient durer plus longtemps que prévu. Le mardi suivant, à 13h45, j'étais assise sur le parking de l'étude de Maître Laurent, regardant Sophie sortir d'une BMW argentée, vêtue d'une robe noire qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel. Elle avait amené quelqu'un avec elle, un homme en costume cher qui n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Quand je suis entrée dans la salle d'attente, le visage de Sophie s'est assombri. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a-t-elle demandé à la réceptionniste. Madame Lefebvre est ici pour la lecture du testament, répondit la jeune femme avec professionnalisme. Quelle Madame Lefebvre ? La voix de Sophie monta légèrement. Apparemment, vous deux. L'homme en costume, que je reconnus alors comme étant le frère de Sophie, Marc, se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle hocha sèchement la tête et s'assit de l'autre côté de la salle d'attente, indiquant clairement que toute civilité temporaire qui aurait pu exister entre nous était officiellement terminée. Maître Laurent apparut à 14 heures précises et nous fit entrer dans son bureau. C'était un homme d'une 60aine d'années au visage aimable, avec des cheveux argentés et des yeux doux derrière des lunettes cerclées de métal, le genre de notaire qui croyait probablement encore à faire ce qui est juste pour ses clients. « Mesdames, monsieur », commença-t-il en s'installant derrière son bureau en acajou. Je sais que c'est un moment difficile, mais Antoine a été très précis sur ses dernières volontés. Je vais lire le testament dans son intégralité, puis nous pourrons discuter de vos questions. Sophie se pencha en avant avec empressement, les mains jointes sur ses genoux. Marc avait sorti un bloc-notes et se préparait à prendre des notes. Je me contentais de croiser les mains et d'attendre. La première partie du testament était exactement ce à quoi je m'attendais. Sophie héritait de la maison, des voitures, des comptes épargne-retraite d'Antoine et de son assurance vie. Elle hochait la tête en signe d'approbation à chaque point, me jetant de temps en temps un regard qui ressemblait à de la satisfaction. Puis, la voix de Maître Laurent changea légèrement, et je sus que nous approchions de quelque chose d'important. Il y a, cependant, une dernière disposition qu'Antoine a ajoutée il y a seulement 3 mois. L'atmosphère dans la pièce changea. Sophie cessa de hocher la tête et se pencha en avant, les yeux vifs d'une attention soudaine. Marc posa son stylo, et je me surpris à retenir mon souffle. Maître Laurent s'éclaircit la gorge et poursuivit sa lecture. À ma mère, Éléonore Lefebvre,
qui a fourni l'apport personnel pour notre maison et n'a jamais demandé de remboursement, je lègue le contenu du coffre-fort E3D7 à la Banque nationale populaire, ainsi que toute la documentation et les informations de compte associées qui s'y trouvent. Quel coffre-fort ? La voix de Sophie était tranchante. Antoine n'a jamais mentionné de coffre-fort. Maître Laurent leva les yeux du document. Apparemment, c'était quelque chose qu'il gérait en privé. Il a été très précis sur le fait que le contenu devait revenir à sa mère. J'étais aussi surprise que Sophie, mais pour des raisons différentes. Antoine ne m'avait jamais parlé non plus d'un coffre-fort. Qu'aurait-il bien pu y mettre qui me soit destiné ? Qu'y a-t-il dedans ? Demanda Marc, son instinct d'avocat prenant le dessus. Je n'en ai aucune idée, répondit honnêtement maître Laurent. Antoine a simplement fourni les informations de la banque et les instructions pour que Madame Lefebvre y ait un accès complet après son décès. Le visage de Sophie était rouge de colère. C'est ridicule. S'il y a quoi que ce soit de valeur dans ce coffre, cela devrait faire partie de la succession. Nous devons contester cela. Vous êtes certainement libre d'essayer, dit maître Laurent avec douceur. Mais la disposition est très claire, et Antoine était tout à fait sain d'esprit lorsqu'il l'a ajouté à son testament. J'ai moi-même été témoin du document. Quand exactement a-t-il ajouté cette disposition ? Demandai-je tranquillement. Maître Laurent consulta ses notes. Il y a 3 mois, le 15 février. Il est venu spécifiquement pour faire cet ajout. Le 15 février. Je me souvenais clairement de cette date car c'était le lendemain de la Saint-Valentin, et Antoine avait semblé inhabituellement silencieux lors de notre dîner de famille. Sophie s'était plainte de quelque chose, le chien du voisin je crois, et Antoine avait à peine parlé pendant tout le repas. C'est une perte de temps, lança Sophie en se levant brusquement. Marc, allons-y. Nous déposerons une contestation demain. En fait, dit maître Laurent en sortant un autre document. Avant de partir, je dois vous informer tous les deux qu'Antoine a laissé des instructions spécifiques pour sa mère concernant le contenu du coffre-fort. Madame Lefebvre, il voulait que vous y accédiez dans les prochains jours, une fois que vous aurez rempli les documents nécessaires avec la banque. Il me tendit une enveloppe scellée. Voici les documents de la banque et sa clé personnelle. La banque devra vérifier le certificat de décès et traiter les papiers avant que vous ne puissiez accéder au coffre. Cela prend généralement environ 3 jours ouvrés. Les yeux de Sophie se fixèrent sur l'enveloppe dans mes mains comme un faucon guettant une souris. Je viens avec toi à la banque. Je crains que ce ne soit pas possible, intervint maître Laurent. L'accès au coffre-fort est restreint à Madame Éléonore Lefebvre uniquement. C'est la politique de la banque. C'est insensé, balbutia Sophie. Comment savons-nous même s'il y a quelque chose de valeur dedans ? Il pourrait être vide ou juste rempli de babioles sentimentales. Je me suis levée, serrant l'enveloppe. Je suppose que nous le saurons la semaine prochaine. Alors que nous sortions du bureau, je sentais les yeux de Sophie me transpercer le dos. Sur le parking, elle m'a coincé près de ma voiture. Éléonore, soyons raisonnables. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, nous devrions le partager. Antoine aurait voulu que sa femme profite de tout ce qu'il a laissé. Pour la première fois depuis la mort d'Antoine, j'ai failli sourire. Tu as été très clair sur le fait que tu ne croyais pas qu'Antoine m'aurait laissé quoi que ce soit. Et soudain, tu te soucies de partager. Je dis simplement que... Tu dis ce que tu penses qui te donnera accès à ce coffre-fort. J'ai déverrouillé ma portière, mais Antoine a été très précis. Le contenu est à moi. Son masque tomba alors complètement, révélant le calcul froid en dessous. N'oublie pas, Éléonore, tu es sans abri. Tu as plus besoin de ma bienveillance que moi de la tienne. J'ai fait une pause, la main sur la portière. En fait, Sophie, je ne crois pas avoir besoin de quoi que ce soit de ta part. 3 jours ouvrés plus tard, après avoir fourni le certificat de décès et rempli les formalités administratives de la banque, je me tenais enfin devant le coffre-fort 3537 à la Banque nationale populaire. La directrice de l'agence, Madame Girard, m'attendait. Elle avait manifestement été informée de la situation car elle m'a présenté ses condoléances et m'a escorté personnellement jusqu'à la salle des coffres. Le coffre 3537 est l'un de nos plus grands modèles, expliqua-t-elle alors que nous passions les portes de sécurité.
Votre fils l'a loué il y a environ 5 ans et venait assez régulièrement. 5 ans. Antoine préparait quelque chose depuis 5 ans. Madame Girard a utilisé sa clé maîtresse pendant que j'insérais celle d'Antoine, et le coffre a glissé en douceur. Il était effectivement grand, de la taille d'une mallette, et étonnamment lourd. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit Madame Girard en me montrant un petit salon privé. Je serai à mon bureau quand vous aurez terminé. Seul dans la petite pièce sans fenêtre, j'ai soulevé le couvercle du coffre-fort. La première chose que j'ai vue était une lettre qui m'était adressée, de l'écriture familière d'Antoine. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Maman, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et Sophie t'a probablement montré exactement qui elle est vraiment. J'en suis désolé, mais pas surpris. Je sais depuis des années quel genre de personne j'ai épousé, et je me suis préparée à cette éventualité. Mon cœur s'accéléra tandis que je poursuivais ma lecture. Tu nous as donné 40 000 € pour notre apport immobilier. Je sais que tu le considérais comme un prêt, même si tu n'as jamais demandé à être remboursé. J'ai investi cet argent au cours des 5 dernières années, en y ajoutant des fonds dès que possible. L'argent sur les comptes joints n'est pas seulement un remboursement. C'est ce qu'un investissement prudent a permis de faire fructifier. J'ai posé la lettre, les mains tremblantes, et j'ai regardé les documents en dessous. Des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement, des numéros de compte. Mes yeux parcouraient les bilans, essayant de donner un sens aux chiffres. 185 000 € sur divers comptes d'investissement, tous à mon nom, tous accessibles avec les documents appropriés. J'ai repris la lettre d'Antoine, croyant à peine ce que je lisais. J'ai aussi découvert que Sophie disait à tout le monde que tu ne contribuais en rien à notre foyer. Ce qu'elle omet de mentionner, c'est que notre crédit a été automatiquement prélevé sur mon compte salaire pendant tout le temps que tu as vécu avec nous. Tout l'argent que tu nous as donné est allé directement dans des investissements pour ton avenir, continuait la lettre. J'ai tout documenté, maman. Chaque email, chaque SMS, chaque commentaire anodin qu'elle a fait sur toi. Tout est dans le dossier intitulé « Documentation ». Je pensais que tu devrais savoir quel genre de personne vivait dans notre maison. Ma vision s'est brouillée alors que je prenais le dossier qu'il avait mentionné. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des captures d'écran de SMS, même des photos de relevés de cartes de crédit, preuve d'années de manipulation et de tromperie. Le dernier paragraphe de la lettre d'Antoine me fit monter les larmes aux yeux. Tu mérites bien mieux que la façon dont elle t'a traité. Prends cet argent et construis-toi une vie où personne ne pourra plus jamais te faire sentir indésirable. Et maman, ne parle de rien de tout cela à Sophie tant que tu n'es pas en sécurité, loin d'elle. Fais-moi confiance. Tout mon amour, Antoine. Je suis restée assise dans cette petite pièce pendant près d'1 heure, lisant tout ce qu'Antoine m'avait laissé. Quand je suis sortie, j'avais une image claire de la façon dont ma belle-fille nous avait manipulés tous les deux pendant des années. Madame Girard m'a aidé à transférer tous les documents dans une grande enveloppe et m'a expliqué la procédure pour accéder au compte d'investissement. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a sonné. Éléonore. La voix de Sophie était faussement douce. Je me demandais si tu aimerais passer déjeuner aujourd'hui. Nous pourrions discuter de ce que tu as trouvé dans le coffre-fort. J'ai souri à mon reflet dans la vitre de la voiture. C'est très généreux, Sophie. Je serai là à midi. Il était temps que Sophie apprenne que parfois, les personnes que l'on sous-estime sont celles qui vous surprennent le plus. Je suis arrivée chez Sophie, chez elle maintenant, à midi pile, portant un petit sac cadeau et arborant mon meilleur visage impassible. Elle a ouvert la porte dans une robe blanche fluide qui coûtait probablement plus que ma note d'hôtel mensuelle. Tout sourire et fausse chaleur. Éléonore, je suis si contente que tu sois venue. J'ai préparé ta terrine de saumon préférée. Drôle comme elle se souvenait de mes plats préférés maintenant qu'elle voulait quelque chose de moi. La table de la salle à manger était dressée avec sa porcelaine de mariage et des fleurs fraîches. Sophie avait clairement mis les bouchées doubles pour cette performance. Elle a versé du thé glacé et a bavardé sur la météo pendant que je l'observais tranquillement se préparer à aborder le vrai sujet. Alors, dit-elle enfin, s'installant dans sa chaise avec une grâce étudiée. J'ai repensé à hier, au coffre-fort. Vraiment.
J'ai siroté mon thé calmement. Je sais que nous avons eu nos différends, mais Antoine voudrait que nous nous soutenions mutuellement dans cette période difficile. La famille doit rester unie. La famille. Venant de la femme qui m'avait mise à la porte le lendemain des funérailles de son mari, c'était osé. Je ne pourrais être plus d'accord, ai-je dit d'un ton neutre. Les yeux de Sophie s'illuminèrent, pensant clairement avoir trouvé une ouverture. Je suis si soulagée de t'entendre dire ça. Je craignais que tu ne sois en colère d'avoir dû trouver un logement si rapidement, mais tu comprends, j'avais besoin d'espace pour mon deuil. Bien sûr. J'ai pris une bouchée de terrine. Le deuil affecte chacun différemment. Exactement, dit-elle en se penchant en avant avec empressement. Alors, à propos de ce qu'Antoine t'a laissé, je pensais que nous pourrions mettre nos ressources en commun, combiner ce qu'il y avait dans ce coffre avec l'assurance vie. Peut-être l'investir ensemble. J'ai de merveilleux conseillers financiers. J'imagine bien. Les mêmes qui l'avaient aidé à prendre des décisions de dépenses discutables. C'est très attentionné, Sophie, mais je suis curieuse. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y avait quoi que ce soit de valeur dans le coffre-fort ? Elle marqua une pause, ne s'attendant manifestement pas à la question. Eh bien, Antoine a toujours été si discret sur certaines questions financières. Il devait avoir une raison de garder quelque chose à part. Discret ? C'est un choix de mots intéressant. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux. Les hommes et leur planification financière. Ils ne nous disent jamais tout, à nous les épouses. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. En fait, Sophie, je pense qu'Antoine t'a dit exactement ce qu'il pensait que tu avais besoin de savoir. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être une pointe de peur. Que as-tu trouvé dans le coffre, Éléonore ? Le moment de vérité approchait, mais je n'étais pas encore prête à jouer cette carte. Au lieu de cela, j'ai pris le sac cadeau que j'avais apporté. Je t'ai apporté quelque chose, ai-je dit en sortant un petit paquet emballé. Un petit cadeau de remerciement. Elle l'a déballé avec empressement, révélant une photo encadrée d'Antoine lors de sa remise de diplôme. Son visage s'adoucit légèrement. Oh, Éléonore, c'est adorable. Merci. J'ai pensé que tu devrais l'avoir. Après tout, tu as été une épouse si dévouée. L'accent que j'ai mis sur « dévouée » ne lui a pas échappé. Elle a levé les yeux brusquement, cherchant un sens caché dans mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien du tout. J'apprécie simplement à quel point tu as bien pris soin de mon fils. Sophie posa la photographie avec précaution, son attitude changeant. La fausse douceur s'évaporait, remplacée par quelque chose de plus méfiant. Éléonore, tu es énigmatique. Dis-moi juste ce qu'il y avait dans le coffre-fort. J'ai souri et pris une autre gorgée de thé. Des documents, principalement. Une lecture très intéressante. Quel genre de documents ? Oh, tu sais, des registres financiers, des relevés d'investissement, un peu de correspondance. J'ai fait une pause significative. Pas mal de mails et de SMS imprimés. La couleur quitta le visage de Sophie. Des SMS. Antoine était très méticuleux dans sa tenue de registre, surtout vers la fin. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos qu'Antoine avait prises de diverses conversations. Tu veux en voir un ? Celui-ci date d'il y a environ 6 mois. J'ai tourné l'écran vers elle, montrant une capture d'écran d'elle textotant sa sœur. Mon Dieu, j'ai hâte que cette vieille bique déménage enfin. On pourra transformer sa chambre en salle de sport comme je le voulais. Sophie s'est jetée sur mon téléphone, mais je l'ai retiré en douceur. Il y en a des dizaines d'autres, ai-je dit d'un ton conversationnel. Antoine était apparemment très doué pour la documentation. Le suivant est particulièrement éclairant. C'est toi qui envoies un SMS à Marc sur la façon dont tu as convaincu Antoine que je devrais contribuer aux dépenses du ménage, alors que le crédit était déjà provisionné sur son salaire. Arrête. La voix de Sophie n'était qu'un murmure. Et puis il y a cet email où tu te moques avec ta sœur de ma crédulité. De la facilité avec laquelle tu m'as fait sentir comme un fardeau, alors que tu avais déjà prévu de me mettre à la porte après la mort d'Antoine. J'ai posé le téléphone et l'ai regardé avec ce que j'espérais être une légère curiosité.
C'était prévoyant de ta part, au fait. Planifier mon expulsion alors qu'Antoine était encore en vie. Le sang-froid de Sophie a finalement volé en éclats. Il n'avait pas le droit de sauvegarder des messages privés. En fait, il en avait parfaitement le droit. C'était sa maison et vous discutiez de sa mère. Je me suis adossée à ma chaise. La question est, qu'allons-nous faire de cette situation? Que veux-tu? Le masque était complètement tombé, révélant la femme calculatrice en dessous. Ce que je veux? Je ne veux rien de toi, Sophie. Je n'ai jamais rien voulu. Alors pourquoi fais-tu ça? Quel est l'intérêt de m'humilier? J'ai considéré la question sérieusement. Tu sais, tu as raison. Il n'y a aucun intérêt à t'humilier. Tu t'en es très bien chargé toi-même. Je ne comprends pas, tu m'as mise à la porte de ma maison le lendemain des funérailles de mon fils. Tu m'as dit que j'étais sans valeur, qu'Antoine avait pitié de moi, que je n'avais rien apporté à votre foyer. Je me suis levée lentement. Mais voici ce que tu n'as pas compris à propos d'Antoine. Il voyait tout. Chaque commentaire cruel, chaque manipulation, chaque mensonge que tu as raconté. Sophie s'agrippait au bord de la table, les jointures blanches. Et tu veux savoir ce qui est vraiment magnifique, ai-je continué. Il a tout documenté, non pas pour te faire du mal, mais pour me protéger. Parce qu'il savait qu'une fois parti, tu montrerais tes vraies couleurs. Tu ne peux rien prouver de tout ça devant un tribunal. Un tribunal? J'ai ri, et le son m'a surprise moi-même. Oh, ma chérie, je ne vais pas t'emmener au tribunal. Sophie cligna des yeux, clairement confuse par ma réponse. Tu ne vas pas? Pourquoi le ferais-je? Tu m'as déjà donné tout ce dont j'ai besoin. Je ne comprends pas de quoi tu parles. J'ai sorti le dossier du coffre-fort d'Antoine et je l'ai posé sur la table entre nous. Antoine m'a laissé plus que de simples captures d'écran de SMS, Sophie. Il m'a laissé 5 ans de preuves montrant exactement comment tu nous as manipulés tous les deux. Elle fixa le dossier comme s'il pouvait la mordre. Des relevés bancaires montrant que les paiements de la maison ont été automatiquement déduits du salaire d'Antoine pendant toute la période où j'ai vécu ici. Des chaînes de mails entre toi et Marc discutant de la manière de gérer la situation Éléonore. Des relevés de cartes de crédit montrant des achats de luxe effectués les mêmes jours où tu disais à Antoine que vous ne pouviez pas vous permettre des articles ménagers de base. La respiration de Sophie devenait superficielle. Antoine a gardé tout ça. Antoine a tout documenté, y compris des copies des emails que tu as envoyés à tes amis, le traitant de bonne poire et plaisantant sur la facilité avec laquelle on pouvait le manipuler pour lui faire croire que j'étais un fardeau financier. Ça a fait mouche. Sophie a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé de plus intéressant? Ai-je continué en ouvrant le dossier. Ce fil de discussion où toi et Marc discutaient de vos plans à long terme pour me faire déclarer incompétente afin de pouvoir accéder à ma pension et à ma retraite. Ce n'est pas nous n'avons jamais vraiment. Non, vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout. Tu sais pourquoi? Parce qu'Antoine a compris ce que vous prépariez et a pris des mesures pour me protéger. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quelles mesures? Tu n'as rien qui vaille la peine d'être protégé. Vraiment? J'ai souri agréablement. C'est intéressant, parce que selon ces relevés d'investissement, j'ai apparemment pas mal de choses qui valent la peine d'être protégées. De l'argent qu'Antoine a fait fructifier avec soin au cours des 5 dernières années. C'est impossible. Tu vis dans un hôtel. Je vis dans un hôtel parce que je choisis d'y être pendant que je réfléchis à ma prochaine étape, pas parce que je ne peux pas me permettre mieux. Le silence s'étira entre nous tandis que Sophie digérait cette information. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de calculer de quelle somme nous parlions. Combien? Demanda-t-elle finalement. Pardon? Combien d'argent Antoine t'a-t-il laissé? J'ai fermé le dossier et me suis levée. Ça ne te regarde vraiment pas, n'est-ce pas? Je suis sa femme. J'ai le droit de savoir. Tu avais le droit de savoir ce que ton mari t'a laissé, ce qui, si je me souviens bien, était assez généreux. La maison, les voitures, l'assurance vie, ses comptes de retraite. Je dirais que tu t'en es très bien sorti. Sophie se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet.
Vieille sorcière manipulatrice. Tu essaies de voler ce qui m'appartient de droit. Voler? J'ai haussé un sourcil. Comment exactement serais-je en train de voler quoi que ce soit? Tout ce que j'ai m'a été donné par mon fils, qui avait tout à fait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait. C'était mon mari. Oui, il l'était. Et apparemment, il savait exactement quel genre d'épouse tu étais. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi. Le visage de Sophie était rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je veux voir ses relevés bancaires, exigea-t-elle. J'en suis sûre, Éléonore. Je te préviens. Tu me préviens? J'ai ri à nouveau, me sentant étrangement libérée. Sophie, ma chérie, tu m'as mise à la porte de ta maison. Tu m'as humiliée aux funérailles de mon fils. Tu as clairement indiqué que tu me considérais comme sans valeur et indésirable. De quoi penses-tu pouvoir me menacer maintenant? Sophie me fixa un long moment, et je pus la voir se recalibrer. Les menaces ne fonctionnaient pas, alors elle changeait de tactique. Éléonore, s'il te plaît, soyons raisonnables. Sa voix prit un ton suppliant. Je sais que j'ai été difficile depuis la mort d'Antoine. J'étais en deuil. Je ne pensais pas clairement. Mais nous sommes de la même famille. Nous devrions travailler ensemble. La famille, ai-je répété pensivement. Oui, tu as mentionné ça avant. Juste après m'avoir dit qu'Antoine avait pitié de moi et que je n'avais jamais rien apporté à votre foyer. Je ne le pensais pas. J'étais contrariée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, oh, mais si, tu les pensais. C'est ce qui rend la documentation d'Antoine si précieuse. Il t'a enregistré disant les mêmes choses à plusieurs reprises, à plusieurs personnes, sur une période de plusieurs années. Le masque de Sophie glissa à nouveau. Que veux-tu de moi, Éléonore? Des excuses? D'accord. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir blessée. Je suis désolée de t'avoir demandé de partir. Je suis désolée pour tout. Maintenant, pouvons-nous s'il te plaît discuter de cette situation financière comme des adultes? Il n'y a rien à discuter. Bien sûr que si. Si Antoine t'a laissé une somme importante, nous devons planifier comment la gérer de manière responsable. Je connais d'excellents conseillers financiers. Je pourrais t'aider à l'investir correctement. Tu veux dire que tu pourrais m'aider à la dépenser correctement? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. J'ai pris mon sac à main. Sophie, laisse-moi être très claire sur quelque chose. L'argent qu'Antoine m'a laissé n'est pas un héritage tombé du ciel. C'est le retour sur les 40 000 € que je vous ai donnés pour votre apport immobilier, plus 5 ans d'investissement prudent. Sa bouche s'ouvrit. 40 000 €? Tu pensais que c'était un cadeau? Tu pensais que j'avais simplement donné les économies de toute une vie par pure bonté de cœur, sans aucune attente de remboursement? Antoine a dit. Il a dit que c'était une contribution familiale. Antoine essayait de préserver ta fierté et la mienne, mais il n'a jamais oublié que c'était un prêt. Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de traiter cette nouvelle information. Si j'avais investi 40 000 € il y a 5 ans, et qu'Antoine les avait fait fructifier. Ça vaut combien maintenant? Murmura-t-elle. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'une des applications bancaires que la banque m'avait aidé à installer. Le solde du compte a rempli l'écran et je l'ai tourné vers elle. 185 000 €. Le visage de Sophie devint blanc. Elle s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. C'est impossible. Antoine était un investisseur prudent, et apparemment très motivé pour s'assurer que sa mère soit à l'abri. Mais c'est presque autant que la police d'assurance vie. Oui, en effet. Cet argent devrait faire partie de la succession. Il devrait être partagé entre nous. Vraiment? Sur la base de quel principe juridique? Sur la base du fait que je suis sa femme et que tu n'es que sa mère. La cruauté désinvolte de ces mots, que sa mère, m'a frappé comme un coup de poing. Mais au lieu de la douleur, j'ai ressenti autre chose. De la clarté. Tu sais quoi, Sophie? Tu as tout à fait raison. Je ne suis que sa mère. La femme qui lui a donné naissance,
l'a élevée, l'a soutenue pendant ses études et lui a prêté l'apport pour la maison d'où tu m'as jeté comme un déchet. Je me suis levée et j'ai mis mon sac sur mon épaule. Et apparemment, c'était suffisant pour qu'Antoine s'assure que je n'aurais plus jamais à dépendre de la charité de qui que ce soit. Attends, cria Sophie alors que je me dirigeais vers la porte. Éléonore, attends. On peut arranger ça. S'il te plaît, assieds-toi. Parlons-en rationnellement. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte et me suis retournée pour lui faire face. Qu'est-ce que tu penses que nous devons arranger, exactement? La situation financière, notre relation, tout. Elle parlait vite maintenant, la panique rendant sa voix tendue. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais stressée par la mort d'Antoine, inquiète pour les finances, et je me suis défoulée sur toi. Mais on peut arranger ça. Je suis sûre que tu étais inquiète pour les finances, dis-je doucement. Mais pas pour les raisons que tu prétends. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti un dernier document du dossier d'Antoine, un que j'avais gardé pour la fin. Ça veut dire qu'Antoine a aussi documenté tes habitudes de dépenses, Sophie, y compris les 15 000 € que tu as dépensés sur des cartes de crédit le mois avant sa mort. Son visage devint cendré. Soins au spa, vêtements de créateur, un week-end à Paris avec ta sœur, tout en disant à Antoine que tu t'inquiétais pour l'argent des courses. Ce n'est pas je n'étais pas, tu n'étais pas quoi? En train de prévoir de vivre de son assurance vie tout en jetant la belle-mère encombrante qui pourrait interférer avec ton style de vie. Sophie s'effondra dans sa chaise, toute combativité disparut. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Quelle pression? Tout le monde attendait de moi que je sois l'épouse parfaite, l'hôtesse parfaite. Les collègues d'Antoine, les voisins, ma famille. As-tu la moindre idée à quel point c'est épuisant de maintenir les apparences? Je l'ai regardée, assise là dans sa robe de créateur, dans sa belle maison, entourée de luxe, se plaignant du fardeau des apparences. Non, Sophie, je n'en ai aucune idée. Parce que j'étais trop occupée à m'occuper réellement de ton mari pendant que tu étais occupée à dépenser son argent. J'aimais Antoine. Tu aimais ce qu'Antoine pouvait t'offrir. Il y a une différence. Elle pleurait maintenant. Des larmes laides qui maculaient son maquillage parfait. Je ne peux pas tout perdre. Je ne peux pas redevenir personne. Tu n'es pas personne, Sophie. Tu es la veuve d'Antoine. Tu as hérité d'une maison d'1 demi-million d'euros, d'une assurance vie de 200 000 € et de ses comptes de retraite. Tu es financièrement à l'abri pour le reste de ta vie si tu gères ça correctement. Mais ce n'est pas assez pour la vie que j'avais prévue. Alors peut-être as-tu prévu la mauvaise vie. Je me suis de nouveau dirigée vers la porte, et cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter avec des mots. Au lieu de cela, il y eut un bruit sourd derrière moi. Je me suis retournée pour voir Sophie affalée sur sa chaise, le visage gris, la respiration courte. Un instant, j'ai cru qu'elle faisait une urgence médicale. Puis j'ai réalisé ce que je voyais. La défaite totale. Le moment où quelqu'un réalise qu'il a perdu tout ce qu'il pensait lui être dû, et qu'aucune manipulation, aucun charme ou aucune cruauté ne peut le lui rendre. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je ne peux pas tout perdre. Tu ne perds pas tout, Sophie. Tu perds les choses qui ne t'ont jamais appartenu en premier lieu. Je l'ai laissée là, dans sa salle à manger luxueuse, entourée de sa porcelaine de mariage et de sa vie soigneusement construite, et je suis sortie sous le soleil de mon nouveau départ. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, c'est la justice rendue exactement au moment où elle est le plus nécessaire. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, elle s'accompagne d'un solide solde bancaire et de la certitude que l'enfant que vous avez élevé est devenu exactement l'homme que vous espériez qu'il devienne. Antoine avait pris soin de moi, après tout, comme il l'avait toujours promis. Même d'outre-tombe, mon fils avait tenu parole. Et cela, plus que n'importe quelle somme d'argent, était le plus grand cadeau qu'il aurait pu me faire.